Sur les épaules de géants est une expression qui signifie utiliser les connaissances acquises par les grands penseurs qui nous ont précédés pour faire des progrès intellectuels. Nous avons ouvert notre série de publications que nous intitulons Sur les épaules de géants avec Dr Pierre Bamoni. La conversation avec Dr Pierre Bamoni est basée sur son dernier livre qui s'intitule La réalité dévoilée des causes de l'échec économique des pays africains. Dans ce livre, Dr Bamoni affirme qu'il est scandaleux que l'Afrique et Madagascar, qui totaliseront plus d'1 milliard d'habitants en 2050, soit toujours le continent le moins développé et le moins avancé de la planète. Dans notre conversation précédente, Dr Bamoni nous a démontré ce paradoxe. L'Afrique a une géographie immense et elle est très riche. La preuve, les ressources naturelles et les produits d'exportation qui produisent beaucoup d'argent, mais qui sont exploités pour le compte de l'étranger et au détriment des peuples africains, premiers propriétaires de ces biens naturels. Aujourd'hui, Dr Bamoni va sonder les causes essentielles et handicapantes qui nuisent au développement et au progrès du continent africain. Alors, la question que je vais vous poser, docteur, est la suivante. Y a-t-il des raisons qui empêchent les pays africains contemporains de se développer économiquement, c'est-à-dire de progresser à la manière du monde occidental, comme l'Europe de l'Ouest, comme les États-Unis d'Amérique ou le Canada, ou peut-être même comme les pays d'Asie? Eh bien, la réponse à cette question complexe, Madame Taki, nécessite une longue analyse et je vais articuler mes analyses sur 3 données fondamentales. Pardonnez-moi d'être assez long sur ce thème parce que c'est lui qui explique l'une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours en retard par rapport aux autres. Le premier point, le premier centre de ces handicaps, c'est ce que j'appelle le culte d'Erebos. Je vais expliquer pourquoi. Ou les forces de la nuit et du mal, très répandues en Afrique noire, avec son refus du progrès et de la réussite des individualités noires. Deuxième point très important, le gaspillage permanent des richesses des peuples noirs par leurs élites politiques. J'en ai donné un exemple pour la Côte d'Ivoire, mais on peut élargir les horizons et on comprendra pourquoi. Et économiques, qui sont lesquelles élites noires agissent contre les intérêts de leur peuple en complicité avec leurs alliés étrangers. Je donnerai quelques exemples. Et je terminerai par la troisième donnée, à savoir les causes externes des échecs de l'Afrique noire. Et c'est vrai, il y a des raisons qui sont... Nous avons nos problèmes, nous avons nos causes, mais il y a aussi l'étranger. Vous allez voir à quel point c'est aussi douloureux. Alors, commençons par le premier point, à savoir le culte d'Erebos et les forces de la nuit et du mal, très répandues en Afrique noire, son refus du progrès et de la réussite des individualités noires. Ça. Il y a en Afrique noire une réalité singulière, comme l'avait reconnu de son vivant le maréchal Mobutu Sese Seko. C'est ce que rapporte un auteur français du nom de Bernard Lugan dans son ouvrage Mythes et manipulation de l'histoire africaine. Selon ce journaliste, un jour, cet ancien président du Zaïre a dit ceci, entre guillemets, « Les Blancs ne voient que l'Afrique du jour. La réalité, c'est l'Afrique de la nuit. Les Blancs ne voient que l'Afrique du jour. La réalité, c'est l'Afrique de la nuit. » Fin de citation. En effet, la vision des phénomènes physiques et paraphysiques est perturbée chez nous
par le culte d'Erebos. Je m'explique. Ce qu'on a coutume de nommer la sorcellerie, mais le terme est vraiment galvaudé, mais ne correspond à rien du tout. Donc, cette sorcellerie spécifique au peuple noir est le facteur culturel permanent, authentique et actuel, obsédant et omniprésent, qui domine les esprits et les actions des hommes. Ce faisant, il est le plus grand frein au changement heureux des réalités locales, dès lors qu'il s'agit d'une donnée culturelle structurante des mentalités, à la manière dont une religion révélée conditionne la vision culturelle du monde par l'empreinte des forces de croyance. J'ai longuement examiné ce phénomène unique chez les humains dans mon livre. Il fascine par les croyances multiples qui en résultent. La force du mal, soit la réalité de la nuit, dérive de l'adoration triomphale d'Erebos. J'ai emprunté ce concept à Hésiode, un auteur grec. Dans sa Théogonie, c'est le titre de son ouvrage, il est question d'une divinité primordiale et infernale née du chaos, ou Erebos, qui personnifie les ténèbres, l'obscurité des enfers. C'est pourquoi, en vertu de mes connaissances, de mes études dans divers pays de l'Afrique noire, c'est pourquoi nul ne peut regarder le visage gorgonesque et nocturne de ce qu'on nomme couramment la sorcellerie en Afrique noire s'il n'est lui-même destiné à supporter cette énergie noire répandue dans le cosmos, origine des forces de désordre, de disharmonie et de catastrophes sociales. Pour ceux qui connaissent la théorie des cordes en physique quantique, cette perception des phénomènes humains et non humains se comprend facilement, puisqu'il y a des dimensions, selon la théorie des cordes, puisqu'il y a des dimensions parallèles inhérentes au réel originaire, qui sont habitées par des entités physiques visibles et invisibles. Tout se passe comme si, dans les ténèbres, tous les ordres de réalité se combinent d'une infinité de manières. Elles sont terrifiantes au sens où elles se manifestent de façon impitoyable et toujours mortifère par rapport à la vie humaine. Aussi, en Afrique noire, les individus qui sont doués de la bivision, et moi je l'appelle bivision pathologique parce qu'il y a une bivision positiviste ou positive, que j'appelle aussi le trouble de la conscience normale et qui est un mauvais usage de certaines vertus du cerveau humain. La sorcellerie ne vient pas du ciel, ça vient des hommes. Donc, ces individualités-là utilisent cette puissance nocturne pour nuire à autrui, tuer, meurtrir, empoisonner par jalousie pernicieuse, pour triompher par rapport aux autres. On comprend pourquoi les sociétés traditionnelles se ferment à toute forme de progrès, c'est-à-dire devenir plus heureux, améliorer les choses, et de développement à l'occidental, considéré comme une anomalie qui viendrait mettre en cause l'empire de ceux qui tirent les ficelles de ce type d'organisation fondée sur le nihilisme total, absolu et sans espoir de salut. Il s'agit de la gérontocratie, le pouvoir des anciens, de l'organisation mafieuse des groupes de sorciers malfaisants, menés souvent par on dit des femmes, on dit la plupart du temps on accuse les femmes, des féticheurs et des marabouts, etc. Ce sont donc ces pouvoirs spirituels malfaisants, ces pouvoirs spirituels qui sont si ambivalents, répandus partout, dans toute l'Afrique noire. Parce qu'ils peuvent être bons, surtout et surtout mauvais. Que les individus ou les familles
acquièrent pour protéger leur vie et celle des membres de leur famille. Mais plus essentiellement, on en use pour les détruire par facilité de tuer autrui sous les cieux africains, sans effusion de sang. Car dans l'univers d'Erebos, soit les ténèbres ou la matière noire en astrophysique, toutes les énergies du mal pour ce qui est des réalités humaines se mêlent, se combinent, se recombinent pour créer d'autres puissances émergentes sous forme d'entités visibles ou invisibles, mais toujours réelles. Grâce aux facultés singulières du cerveau humain, des individus doués d'une vision singulière que j'appelle la suraperception rendent possible le mélange, je dis la coalescence des forces suprasensibles néfastes et les vertus du cerveau qu'on appelle par ailleurs les forces de l'esprit. Celles-ci, ces forces, à l'instar des amphétamines, prennent possession de certaines facultés des individus et les induisent, dans le cas du sorcier, à des comportements essentiellement mortifères et entachés de désordres sociaux et antivitaux. C'est pourquoi le sorcier nuit à la vie, à la société, qu'il le veuille ou non, voire à l'harmonie de la société, des familles et des communautés. Il est redouté et rejeté à la fois en vertu du mal qu'il crée en permanence au milieu des êtres humains. On peut lire plus de détails dans mon ouvrage. Et si ce phénomène est à ce point omniprésent et transversal de tous les peuples noirs, c'est parce qu'au-delà des crimes et sacrifices humains que ces croyances se font commettre partout et depuis toujours, y compris dans l'état présent du monde. Il est source de surpuissance individuelle, personnelle, de réussite sociale, politique, immédiate. Mieux, la sorcellerie, selon son expression africaine, sous toutes ses formes, favorise l'ascension rapide dans le monde du travail ou, plutôt, dans tous les secteurs des activités humaines. Dès lors, le pragmatisme comme modalité ou philosophie d'existence des Africains imprègne tellement les esprits qu'aucune entreprise ne peut être envisagée sans le recours incontournable au service d'un marabout ou d'un féticheur, comme si personne ne peut aucunement réussir par ses propres efforts ou par sa propre intelligence une entreprise quelle qu'elle soit. Or, il est établi qu'aucune puissance adventiste qui vient de l'extérieur ne peut avoir nulle influence sur ce don inné qu'est notre intelligence personnelle, don de la nature. Tous les êtres humains sont dotés d'intelligence, quels que soient les préjugés des uns des autres. Comme le montre un auteur du Gabon, Marlo Makosso Magani, dans son livre, je cite le titre de ce livre, « La criminalité fétichiste au Gabon, une étude sociologique de l'impuissance politique » chez l'Harmattan, Paris 2021. Comme le montre cet auteur, les pratiques culturelles traditionnelles sont marquées à tous les niveaux des peuples de l'Afrique noire par une violence souterraine fondée sur le culte du meurtre sans effusion de sang. Cet auteur dénonce les horreurs du recours régulier des élites politiques aux pratiques de la sorcellerie pour devoir triompher aux élections, quelles qu'elles soient. Et ce qu'il écrit au sujet du Gabon
se vérifie dans tous les pays de l'Afrique noire, hélas. Ainsi, après avoir défini ce qu'il conçoit sous ce terme de sorcellerie, il s'emploie à dénoncer la stupidité de ces pratiques qui se fondent sur des croyances imbéciles et qui démontrent l'incapacité des élites politiques à affronter la réalité par leurs propres efforts. Vous l'avez prouvé dans votre livre, Madame Taki, à quel point nous pouvons mieux réussir par nous-mêmes. Et cette réussite est élégamment admirable. C'est en ce sens que cet auteur écrit, entre guillemets, par criminalité fétichiste. Nous entendons cette forme de meurtre avec prélèvement d'organes appelés, entre guillemets, significativement pièces détachées. Je ferme les guillemets. Je ne vais pas les citer, les pièces détachées en question. En fait, ces pratiques criminelles sont donc courantes dans tous les pays de l'Afrique noire. En effet, à toutes les échelles, on s'emploie à éliminer les meilleurs d'entre les membres des familles et des communautés en empêchant ainsi l'Afrique noire de briller par l'éclat de son intelligence sur le plan mondial. Pourtant, l'Afrique noire compte des individualités brillantes par l'éclat de leur intelligence, des intellectuels remarquables, mais peu connus, parce que les médias locaux n'en parlent guère. Si les médias locaux ne font pas émerger ces grands hommes à la face du monde, ce ne sont pas les presses étrangères qui le feront à leur place, hélas. Aussi, ces individualités intelligentes, compétentes de l'Afrique noire préfèrent-elles vivre et travailler à l'étranger, sur place en Afrique noire, du fait de l'hostilité des forces du mal? Elles ne peuvent guère bien réussir, ces individualités compétentes, intelligentes, à moins que quelque individualité ait été choisie par le premier être pour accomplir sur Terre une mission quelconque. Donc, l'absence du développement et du progrès à l'occidental en Afrique noire résulte essentiellement de ce paradoxe. En effet, à l'intelligence et aux compétences des individus qui militent pour le bien de la majorité dans leur pays par des projets innovants s'oppose farouchement la nuit des pratiques sorcellaires des cultes du monde et des échelles de réalité d'Erebos. Tel est l'un des facteurs majeurs du manque de réussite économique du continent africain, parce que la conscience de tout le monde, depuis la tendre enfance, est omnubilée par le culte et l'adoration d'Erebos, soit la manipulation des forces du mal. L'énergie d'Erebos est censée résoudre les problèmes immédiats des uns et des autres. En réalité, c'est le facteur principal de l'entropie en tant que générateur de désordre permanent au cœur des sociétés de l'Afrique noire, tout autant que des familles ou des communautés. Cela m'amène au deuxième point, le gaspillage permanent des richesses des peuples noirs par leurs élites politiques et économiques. Je donnerai des exemples précis pour illustrer cela, parce que c'est important de savoir qu'il ne s'agit pas de dire du mal, mais de dire les choses telles qu'elles sont, avec courage, pour que nos peuples puissent changer dans le sens du bien et dans leur intérêt. Tout le monde sait en effet, tout le monde connaît surtout, les problèmes majeurs et récurrents relatifs à la mauvaise gestion des biens et des richesses des États, des élites politiques et économiques de l'Afrique noire. Ce n'est pas leur intelligence qui est en cause,
j'en conviens, mais un manque notoire de gestion rigoureuse et rationnelle, voire de patriotisme et d'amour de leur peuple. Comment peut-on prétendre être de tel ou tel pays si on n'est pas sensible aux problèmes de nos frères? C'est pourquoi je qualifie ces élites hérodiens, au sens où ils vendent les richesses de leurs pays respectifs en les appauvrissant toujours de leur continent aux étrangers, par le biais desquels ils tirent considérables bénéfices pour leur compte ou celui de leur famille, de leur clan, de leur tribu. Ils ont toujours été intéressés de tirer profit de l'occupation du continent africain par les puissances étrangères économiques et militaires, plutôt que de défendre les valeurs de leur peuple, de leur patrie, comme les Vietnamiens l'ont fait face aux Occidentaux, surtout les grandes puissances occidentales, pendant 30 ans. Ils en sont sortis maîtres de leur propre destin. Ce faisant, ces élites de l'Afrique noire se comportent comme si elles n'ont plus de patrie, malgré leur discours politique mensonger. Ce sont des Africains inauthentiques. Autrement, ils ne soumettraient pas leur peuple à la misère perpétuelle, n'épuiseraient pas les richesses de leur territoire pour le compte des étrangers. Je donnerai quelques exemples pour le prouver. En fait, pour ce qui concerne ces élites, le fait de revenir chez soi surdiplômé, à la suite d'études brillantes en Occident, brillant c'est à voir, ne change rien à l'affaire, ne change rien à faire si l'on n'aime pas son pays, ni ses frères, ni le continent africain. Dans mon livre précité, j'ai montré comment l'avènement du régime révolutionnaire de Mathieu Kérékou en 1972 avait ouvert une ère nouvelle, rompant avec les traits caractéristiques de la période précédente, à savoir l'hégémonie politique des soi-disant, entre guillemets, évolués, les évolués, et l'instabilité institutionnelle chronique. Le régime instauré par Mathieu Kérékou, 17 ans de stabilité politique, malgré les tentatives de coup d'État opérées par les mercenaires français sur commande ou sous la férule de Robert Denard, qu'on appelle Bob Denard. Ce régime fut surtout une réussite économique. Son gouvernement militaire lui-même avait fait preuve de patriotisme en œuvrant dans le sens absolu de leur pays, le Bénin, et des peuples de ce pays. Ce qu'on peut retenir au-delà des aléas qui ont émaillé son régime pendant les 17 ans de sa présidence consiste en ceci. Même si sa gestion n'a pas réellement transfiguré la nature de l'économie de son pays, à tout le moins, elle fut bonne et rigoureuse concernant les finances et le respect des biens publics. Malheureusement, dès l'arrivée des régimes politiques civils, sous la conduite des élites dites éclairées, du fait qu'elles étaient diplômées des grandes écoles des pays occidentaux, le Bénin a vu ses caisses pleines se vider en l'espace de quelques années. Telle est l'attitude spécifique des Hérodiens, c'est-à-dire ces élites politiques et économiques qui n'aiment pas leur patrie, leur pays, et qui préfèrent, dans leur intérêt propre, coaliser ou à tout le moins être en tractation de complicité avec les puissances étrangères au détriment de leur peuple. On voit bien la différence entre les unes et les autres de ces élites de l'Afrique noire. Mathieu Kérékou
à diriger son pays par patriotisme et pour le bien-être des peuples du Bénin, avec le souci, malgré ses moyens financiers et économiques limités, d'amorcer le développement du Bénin. En revanche, les prétendus évolués ou élites intellectuelles surdiplômées de l'Occident n'ont fait preuve d'aucun patriotisme jusqu'ici dans ce pays. Leur mode de gestion est fondé sur le détournement des richesses produites pour leur compte personnel et par l'abus des biens sociaux. Ainsi, les richesses des pays africains sont dilapidées par narcissisme, égoïsme inqualifiable, ou pour le compte de leur famille, de leur clan, de leur tribu, comme si les membres de ceux-ci sont les peuples de leur pays. Or, il faut le savoir, aucun pays ne peut réussir économiquement, à l'instar des Asiatiques, si ses dirigeants oublient le patriotisme. Je ne parle pas de nationalisme comme au Vietnam, ni en Chine. Je parle de patriotisme, qui est l'expression de la liberté ou d'une raison rationnelle, d'une raison capable de remarquer, capable de juger les choses avec objectivité. Donc, ce patriotisme, c'est-à-dire le fait que les richesses d'un pays appartiennent absolument, c'est ça le patriotisme, appartiennent absolument à tous les citoyens, sans exception de ce pays. Donc, elles n'appartiennent aucunement, ni aux étrangers, amis des élites politiques et économiques qui s'engagent, ni à des familles, ni à des clans, ni à des tribus seules. Un tel pays n'a pas d'avenir. Et je le dis, j'insiste, je voudrais qu'on me comprenne, parce que la souffrance des peuples africains me touche en tant qu'Africain. Il faut le savoir. Les peuples africains ne doivent pas se transformer en serfs, figures d'esclaves, de leurs élites politiques et économiques du temps présent, ni du monde extérieur. Je montrais aussi les bienfaits du patriotisme rigoureux d'un pays à travers l'exemple de Thomas Sankara au Burkina Faso, grâce à sa conscience aiguë du patriotisme, malgré l'extrême pauvreté de son pays. En l'espace de 4 ans, il prouva qu'un pays africain peut compter sur ses seuls moyens réels de vivre bien, et non pas forcément de bien vivre à la manière des Occidentaux. Avec le concours de l'ensemble des peuples de ce pays, il combattit la corruption de manière impitoyable, construisit des écoles et des dispensaires dans chaque village. Beaucoup de routes vitales furent bitumées. Il mit tout le monde au travail pour l'autonomie de chacun. Il voulait que chacun arrive à vivre par lui-même, par ses propres moyens. Donc, c'est important. Chacun doit pouvoir trouver les moyens matériels de vivre sans dépendre des autres. Mieux, Thomas Sankara avait fait construire par le travail bénévole de son peuple la première et unique voie ferrée post-indépendance de l'Afrique de l'Ouest. Celle-ci reliait Ouagadougou à Kaya, au nord de cette ville. Hélas, après la mort de ce capitaine révolutionnaire et patriote, son successeur et son meurtrier, Blaise Compaoré, qui était visiblement dénué du sens patriotique, négligea l'unique patrimoine des peuples de son pays. Depuis lors, la nature a repris son droit sur les résultats du travail des êtres humains. Il n'y eut non plus aucun homme d'affaires de ce pays pour louer la voie
et l'exploiter dans le sens du développement commercial et de l'élargissement des moyens de transport du Burkina Faso. Voyons quelques exemples concrets au sujet de la mauvaise gestion des élites. Et on voit bien, il y a des exemples qui prouvent que les Africains peuvent se sortir par eux-mêmes, sans avoir besoin de qui que ce soit. Nous le verrons un peu plus loin. C'est donc le mode de gestion empirique sous la forme de gabegie structurante des biens et des richesses publiques qui peut faire penser que l'Afrique noire refuse le développement selon les critères du monde occidental, car c'est une gestion désastreuse continue dans ces pays qui fait que dès que l'argent arrive, il repart à l'étranger. En effet, dans les pays occidentaux, pour montrer la différence de gouverner, dans les pays occidentaux, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, le Canada, etc., aucun chef d'État n'est prioritaire exclusif des finances publiques, de la caisse de l'État, comme en Afrique noire. Dans les pays de la zone subsaharienne, ce qui intéresse les chefs d'État, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Une fois élus, c'est l'appropriation des finances publiques comme si leur pays était leur bien propre. Je l'ai amplement prouvé en m'appuyant sur des documents solides dans mon livre. Même les fils des chefs d'État, futurs héritiers de leur père, peuvent faire preuve de comportements fantasques avec les biens publics de leur pays. Tel est le cas de Théodorin Obiang, fils de Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République bientôt héréditaire de la Guinée équatoriale depuis 1982. En effet, selon un article du Canard enchaîné, mercredi 11 août 2021, Théodorin Obiang, vice-président de son pays, a été étonné que la Cour de cassation de Paris confirme sa condamnation pour abus de détournement, de confiance, de biens sociaux, en d'autres termes. Il est accusé par l'ONG française Anticorps de détournement de fonds publics, c'est-à-dire de confiscation de l'argent de son peuple, ce que cette ONG appelle des biens mal acquis, qu'on juge par les richesses que ce jeune homme détenait au détriment de son peuple. Un hôtel particulier situé dans l'avenue Foch, 16e arrondissement de Paris, soit l'un des plus riches et des plus chers de cette ville, avec du marbre et des robinets couverts d'or. Il est évalué à 100 millions d'euros. Cet hôtel particulier, ses tableaux et ses voitures de luxe sont estimés à plus de 150 millions d'euros. Pour son malheur, la Grande-Bretagne lui a retiré sa collection de biens qui ont appartenu à Michael Jackson et lui a interdit de poser désormais les pieds sur le sol britannique. Voilà une chose remarquable. De même, les États-Unis d'Amérique l'ont contraint de renoncer à 30 millions de dollars d'avoirs sur leur territoire, dont sa villa de Malibu. Et la Suisse l'a obligé à vendre sa collection de voitures de luxe, estimée à 22 millions d'euros. Tous ces biens matériels pour les plaisirs d'un seul individu, citoyen d'un pays pauvre. Cela dépasse l'entendement. Pendant ce temps, voyez-vous, pendant ce temps, qu'a-t-il fait pour son peuple qui, malgré le pétrodollar, parce que c'est un pays producteur de pétrole, souffre de pauvreté et de manque de soins médicaux? Combien d'entreprises, d'usines
d'industrie de transformation des matières premières, de start-up a-t-il créé pour donner des emplois aux chômeurs de son pays? Ou même des écoles pour la jeunesse de son pays? Qu'a-t-il fait exactement de bien pour son pays et pour le progrès ou le développement de celui-ci? Il est clair que ces chefs d'État de l'Afrique noire doivent s'accuser de culpabilité en raison de la régression économique, sociale, du manque de progrès à tous les niveaux de chacun des pays de cette zone du monde. J'ai montré pourtant très riche. C'est presque un acheminement vers le sous-développement. Or, aucun chef d'État, je le dis et je le répéterai, n'est autorisé à contracter des dettes publiques dont il fait subir par après les conséquences financières, comme leur remboursement au peuple. Parce que la gabegie ou les dépenses, plus que de raison de ces hommes, ne sont rien d'autre qu'une manière de contracter des dettes que leur peuple, tôt ou tard, paie par leur richesse du sous-sol ou leur production. Car le contrat de telle transaction a été par lui seul ou par son gouvernement, donc a été signé par lui seul ou par son gouvernement, et non pas par l'ensemble des peuples de son pays. S'il le fait sans obtenir l'accord de ceux-ci, eh bien, il devrait être destitué de force, car un président n'est que le serviteur du peuple souverain, le plus élevé de l'État, mais rien d'autre. Il n'est pas un dieu et il n'est pas propriétaire de ses peuples, ni de son pays. On peut parier que les informations dont je viens de faire mention de cet hebdomadaire français ne pourraient être diffusées dans son pays afin que son peuple continue à vivre dans l'ignorance des méfaits de leurs dirigeants. Il en est de même d'un grand nombre de pays africains dont les élites politiques censurent les informations les concernant quand celles-ci ne sont pas élogieuses ou laudatives. Miroir, beau miroir de ces hommes. Cet homme, c'est-à-dire le fils de Théodoro et bien d'autres. D'ailleurs, l'article du Canard enchaîné évoque le cas des Bongo au Gabon, de Sassou Nguesso au Congo, qui pourraient tôt ou tard être rattrapés par la justice française. Donc, cet homme et bien d'autres volent les richesses de leur peuple pour aller se pavaner en Occident, comme si, en ces pays, quelqu'un de sérieux prêtait attention à leur jeu de seigneur. En réalité, nul n'a rien à faire de ces hommes-là, parce qu'un grand nombre sait qui ils sont. De pauvres petites créatures qui sont prêtes à tendre la main vers l'Occident quand des drames comme la pandémie de la COVID-19 se passent chez eux. Heureusement pour les peuples africains que leur défense immunitaire les protège en leur évitant de mourir en masse comme en Occident. Autrement, je vous le demande, même par humanisme, qui viendrait à leur secours dans ce cas de figure où le monde entier est affecté par la même pandémie? La preuve, en ce mois d'août 2021, selon les informations de l'OMS, le score de la vaccination atteint à peine 4,3% pour le continent africain, alors qu'elle monte à 62,2% dans l'Union européenne. Ce constat signifie que,
Pour atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire mondiale, il faut compter plusieurs années avant d'atteindre les 90% de vaccinés dans des zones du monde peu favorisées comme l'Afrique noire, qui est tuée par ses élites ou ses dirigeants. Pourtant, selon des sources de la revue One, du mouvement One, mouvement qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables, one.org. Donc, selon cette revue, selon ce mouvement plutôt, les pays riches ont déjà suffisamment de doses excédentaires pour pouvoir vacciner la population entière du continent africain. Mais personne n'en fait rien. Donc, ce que j'avance est juste. Donc, il faut que les élites politiques et économiques s'en rendent compte, prennent conscience. Peut-être attendent-ils le reste du monde, les hommes, attendent-ils que la COVID-19 extermine les habitants de ce continent pour s'en approprier? La question mérite d'être posée par chacun de nous. Bref, ces élites politiques et économiques de l'Afrique noire seraient grandes si et dignes d'admiration si elles sortaient leur peuple de la famine, des pandémies comme la COVID-19 et ses divers variants, de la pauvreté, de la misère insoutenable et de l'humiliation perpétuelle. Si elles créaient des usines, des entreprises, des start-up, des industries de transformation des matières premières, entre autres, pour donner du travail à la jeunesse de leurs pays respectifs, notamment aux diplômés chômeurs. Et il y en a beaucoup, et dans tous les pays. Tout compte fait, ce sont les pays occidentaux qui pourraient aider les peuples africains à se libérer progressivement de leurs hérodiens qui nuisent grandement à leur progrès et à leur développement à la manière des Occidentaux et des pays de l'Asie. Ce serait encore des ONG de ces mêmes pays qui pourraient gérer le retour à leurs destinataires, en l'occurrence les peuples africains, du montant des biens mal acquis sous forme par exemple de coopératives destinées à gérer en commun de mini-entreprises, les ouvriers, les paysans ou d'autres secteurs sociaux. Autrement, les élites politiques et économiques prédatrices se hâteraient de voler cet argent pour leur propre compte. Il y a un précédent. On l'a vu au Nigeria avec la restitution par la Suisse de biens mal acquis de l'autocrate Sani Abacha. 321 millions de dollars évaporés dans les méandres tropicales de la haute administration de ce pays. Dans mes investigations anthropologiques et philosophiques, j'ai créé le concept d'état dionique, qui est différent de l'inconscient freudien, qui est pour moi la zone de l'animalité humaine. Il s'agit d'un second état de la conscience qui se joue de nous durant notre vie ici-bas. J'ai montré qu'il caractérise très bien ces élites africaines. En effet, elles croient agir conformément à la nature des choses alors qu'elles sont absolument illusionnées par rapport à la conscience claire et lucide. C'est ce qui explique qu'elles ne vivent pas dans le réel concret, soit la vie quotidienne de leur peuple. Qui d'entre eux va vers son peuple? Qui d'entre eux? La conscience est en quelque sorte voilée par l'atmosphère de leur palais où tout n'est que grandeur, calme, beauté, luxe et volupté. La preuve, Théodorin Obiang tombe de haut à sa condamnation et à son rejet par le monde occidental. L'Occident peut donc
aider le continent africain dans le sens d'une bonne intelligence mutuelle, de la coopération égalitaire et dans l'intérêt de tous, à se libérer de cette engeance d'hommes qui conduisent leurs pays respectifs à la régression totale, à savoir économique, industrielle, sociale, sanitaire, etc., et qui jettent des ténèbres sur l'avenir de leurs jeunes, de leur jeunesse, en les contraignant au chômage, à la fuite vers l'Europe pour mourir dans la Méditerranée. Or, parmi ces élites dirigeantes, personne ne s'en équipe le moins du monde, hormis celle du Sénégal qui condamne depuis quelque temps les passeurs des jeunes gens vers les Canaries et autres zones côtoyant l'Europe. Du moment qu'ils sont heureux dans leur palais, alors tout va bien pour leur pays. Mais je parle de ceux qui se sont appropriés leur pays comme un bien personnel. Je cherche à voir les élites de valeur qui aiment leur pays. On comprend pourquoi ils sont accrochés au pouvoir et figent les États qu'ils dirigent dans l'immobilisme, voire l'inertie. Demain sera comme aujourd'hui, hier comme demain. Rien ne passe. Il n'y a pas de temps. À cet effet, les républiques soi-disant démocratiques sont devenues héréditaires. Républiques héréditaires, démocratiques héréditaires. Dans certains pays francophones, comme le Togo, le Gabon, le Tchad, sous la férule de la France-Afrique, cette hydre créée par l'État français pour avoir une mainmise permanente sur la zone francophone en la ruinant. Tout se passe, elle rédige même des constitutions sur mesure pour les chefs d'État qui le désirent ou en tout cas qui le conseillent ou qui le trompent. Ils agissent ainsi pour pouvoir faire de ces constitutions les moyens de la domination permanente. Et on fait en sorte, si on peut rédiger des constitutions, comme si les peuples de ces pays étaient dénués d'intelligence propre pour rédiger avec l'ensemble de leur peuple des constitutions qui soient le reflet de ces peuples, qui soient le reflet du pays et qui montrent sa souveraineté et non pas des constitutions absolument factices. Bientôt, en parlant des républiques démocratiques héréditaires, bientôt, sans doute, on pourrait aussi ajouter à cette liste le Cameroun, le Congo-Brazzaville, etc. Telle est la superbe invention des élites politiques de certains pays de l'Afrique noire. Une telle aberration institutionnelle, qui est un paradoxe absolu, montre bien que ces gens-là ne comprennent rien aux principes politiques qu'ils ont copiés du monde occidental sans se préoccuper le moins du monde de bâtir avec le concours de tous les intellectuels du pays une constitution à leur mesure. C'est même une insulte à leur intelligence. En revanche, l'alternance politique se passe mieux dans les pays anglophones qui n'ont pas une puissance tutélaire sous la figure de la France-Afrique. Pourtant, tous ces chefs d'État, il faut qu'ils le sachent, sont assis sur des poudrières que les jeunes générations d'aujourd'hui ou de demain pourraient allumer pour se libérer de la tutelle de leurs élites politiques et économiques qui ont trop duré, 60 ans dans l'immobilisme et le mépris
de leurs souffrances quotidiennes, de leur vie en somme. Car il ne suffit pas d'avoir la peau noire pour se proclamer un Africain authentique, comme Thomas Sankara nous en a donné la leçon et la preuve. Il faut être patriote, aimer le peuple, travailler pour lui, être attentif à ses misères, en tâchant d'en atténuer les effets néfastes. Ces données réelles n'occultent pas du tout la responsabilité des puissances étrangères, notamment occidentales, dans les causes externes des échecs économiques de l'Afrique noire. Et ce sera le dernier point de mes analyses. Le pacte colonial, scellé entre les pays occidentaux et les premières élites politiques et économiques de l'Afrique noire, notamment francophone, est l'un des freins majeurs au développement normal des pays africains. Qu'est-ce donc que le pacte colonial, dénoncé par un grand nombre de penseurs de la gauche française, que les premiers responsables politiques africains ont dû être obligés de signer dans les années 1960? Au fond, ce pacte est injuste et aliène jusqu'à nos jours le destin des peuples de leurs pays respectifs. Il obère, mais les peuples ne le savent pas, il obère considérablement la situation économique de ces ex-contrées dites colonisées, étaient des pays occupés non colonisés. Les historiens ont intérêt à revoir leur concept. Car ce fameux pacte est par essence inique, je le répète. Il stipule que ces pays, les ex-dites colonies des pays occidentaux, de certaines puissances occidentales, donc il stipule que ces pays, alors sur le point d'être dits indépendants par rapport aux métropoles européennes, n'auraient aucune autonomie économique par rapport aux ex-puissances d'occupation. En d'autres termes, les nouveaux pays ainsi aliénés doivent produire pour enrichir l'économie des pays du Nord. Pire, toute l'économie réelle et toutes les richesses du sous-sol doivent servir à l'enrichissement de ces mêmes pays tutélaires pour leur progrès, leur développement, leur commodité, leur bien-être. Ce qu'on ne voit pas du tout, c'est terrible. C'est de cette manière, un exemple dans l'histoire, c'est de cette manière que Napoléon Ier a condamné la première république noire du monde, en l'occurrence Haïti, à détruire son environnement, à se ruiner totalement et définitivement pour payer en or sa liberté conquise et son indépendance le 1er janvier 1804. Les Haïtiens ont dû payer ce tribut financier pour indemniser les colons maîtres d'esclaves de 1825 à 1946. Ces sommes sont équivalentes aujourd'hui à 21 milliards de dollars. C'est ce qui a plongé cet État dans des problèmes inextricables dont il n'est pas prêt de s'en sortir ou d'en sortir quelques jours prochains. Prenons un exemple contemporain pour montrer comment les élites politiques des pays africains s'emploient à piller systématiquement les richesses de leur peuple dans l'intérêt de l'étranger. Un exemple. En 1992, à la première élection réellement démocratique, Pascal Lissouba a été élu président du Congo-Brazzaville. Face au pillage des richesses du pétrole de son pays
par la compagnie pétrolière française Elf Aquitaine. Il avait eu l'outrecuidance, mais moi j'appelle ça le courage, de demander à renégocier le prix du pétrole du Congo. En effet, Elf Aquitaine France-Afrique, c'est la même chose. Par la signature d'un contrat inique, injuste, avait imposé l'achat du baril de pétrole à un prix dérisoire qui défiait toute concurrence dans le monde, sans oublier les tankers de pétrole brut détournés par cette même compagnie dans l'intérêt des élites françaises notamment et congolaises subsidiairement sous la férule de la France-Afrique. Ainsi, quand le prix du baril du pétrole était à 18 $ sur le marché mondial, Elf Aquitaine l'achetait à 3 $, je répète à 3 $ à ce pays. Elf ou la France-Afrique, c'est la même chose, dut provoquer une pseudo-guerre civile qui coûta la vie à des milliers de civils congolais et contraignit Pascal Lissouba à l'exil, c'est-à-dire l'élite éclairée qui, exceptionnellement, voulait sauver son pays de la ruine et de la pauvreté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il a été donc condamné à l'exil. À sa place, l'État français imposa Sassou Nguesso par la force militaire, en 1997. Il est, depuis lors, le président de ce pays par le biais d'élections toujours douteuses en raison de ses résultats connus d'avance. Il y a des preuves, j'en ai parlé dans mon livre. Donc, pour la partie précieuse et rentable des matières premières, comme le pétrole, qu'on me suive bien, celui du Congo servait davantage à enrichir la métropole déjà riche et à appauvrir le peuple du Congo déjà pauvre. Paradoxe et drôle de situation. Mais ceci est un exemple parmi tant d'autres qui montre comment l'Afrique francophone doit se libérer de l'empire et l'avidité de la France-Afrique si elle veut se développer réellement par ses propres moyens, devenir autonome, devenir libre, devenir souverain. Autrement, ce seraient toujours les derniers parmi les peuples du monde. Toutefois, il ne faut pas se voiler la face. En effet, les pays occidentaux sont co-responsables du désastre au niveau de la situation économique générale du continent africain. Pourtant, celui-ci est la future zone émergée de repli pour l'humanité de demain sur notre commune Terre. C'est en ce sens qu'on doit sortir de la vision dialectique de la philosophie du XIXe siècle. Il me semble que désormais, au regard des catastrophes communes en cours, il convient de penser le genre humain, non pas en termes de conflictualité, mais de complémentarité à tous les niveaux des réalités humaines. Sous cet angle, le genre humain se sauverait en totalité ou mourrait dans son ensemble. Pour concevoir ou comprendre que l'Occident a une part majeure dans le désastre des économies africaines, il sied de se détacher, il convient de se détacher de notre vision présente du monde. Sa responsabilité réside dans le fait suivant, et je vais être explicite. Par exemple, les délocalisations des industries des pays du Nord vers les pays du Sud pour des raisons de coût élevé de la main-d'œuvre se sont opérées dans un sens unique, à savoir de l'Occident vers la Chine. Or, celle-ci est un pays situé à l'autre bout du monde au regard de la zone géographique occidentale. Ce transfert de la production technologique pose aujourd'hui un triple problème.
D'abord, le coût de transport des produits usinés de la Chine vers les pays industrialisés devient un problème majeur d'écologie en raison de la pollution que les monstres de la mer, soit les tankers, les porte-containers, pardon, génèrent à grande échelle. Notre Terre, notre matrice, la Terre est petite. Deuxièmement, la dépendance industrielle des pays occidentaux par rapport à la Chine, future maîtresse du monde, qu'on le veuille ou non, en termes de produits industriels finis. Enfin, l'impérialisme de la Chine dans le domaine de la production des matériaux nécessaires au développement de la technologie et des industries stratégiques des pays occidentaux commence certainement et sûrement à les agacer. Dès lors et désormais, cette position, l'usine du monde de la Chine, devient un atout majeur de chantage de ce pays par rapport à l'Occident. Or, les pays du Nord, notamment l'Europe, auraient pu éviter ces écueils en délocalisant leurs usines de production industrielle en Afrique du Nord et subsaharienne. Ils auraient eu un double avantage. D'abord, les matières premières sont à portée de la main, donc sans frais énormes de transport. Ensuite, la main-d'œuvre est la moins chère au monde. Hélas, par instinct de racisme atavique ou de conscience dionique, les pays industrialisés ont négligé le continent africain et tous ses avantages pour la bonne marche des affaires économiques et financières du monde. De nos jours, en raison de divers problèmes qui se posent à l'humanité, indépendamment de sa volonté, l'Occident se rend compte qu'il ne peut plus opérer un changement majeur dans l'inversion du cours des événements en vertu du coût financier énorme s'il entreprend de transplanter ailleurs de gigantesques usines de production industrielle, soit en Occident même, soit en Afrique peut-être. Or, les élites politiques des pays africains noirs, des pays noirs, prenaient ces pays industrialisés du Nord comme modèle. Sur ce point aussi, nos élites ont eu vraiment tort. Pourtant, si l'on met de côté la prégnance des préjugés qui sont véritablement ces préjugés nocifs à la bonne intelligence de l'homme, à un rapport de qualité avec autrui. Donc, ces préjugés qui empêchent de juger avec raison, c'est-à-dire de façon critique et sereine, les phénomènes humains, on peut dire qu'en tout temps, les peuples noirs d'Afrique ont beaucoup contribué de diverses manières à l'éclat économique, au progrès culturel des autres peuples de la Terre. Mais ils n'ont rien reçu en retour, ou si peu. Et s'il y avait réellement un tribunal de l'histoire du genre humain, et que tous les peuples de la Terre devaient être jugés, soumis à son verdict, on verrait que les peuples africains n'ont jamais causé de tort à un peuple étranger à leur continent. Leur violence incontestable est toujours endogène. Les Africains contre les Africains, ce qui a fait les affaires des étrangers par rapport à ce sentiment culturel encore prégnant aujourd'hui dans les esprits des gens. Tous les crimes abominables que les hommes ont commis les uns à l'égard des autres, autant dans le passé lointain que récent, ne l'ont été par aucun peuple noir.
l'Occident judéo-chrétien ne cesse de parler d'amour, mais que de crimes commis en son nom. En revanche, jamais aucun autre peuple de notre commune terre n'a été aussi malmené que les peuples africains. Ces peuples de l'Afrique noire ne sont-ils pas si haïs, méprisés, ignorés, humiliés, vilipendés, insultés de par le monde, y compris même chez eux, pour la simple raison ou la seule raison qu'ils sont différents des autres populations humaines de la Terre? N'est-ce pas une question de la dictature de la couleur de la peau qui expliquerait cet état de fait multiséculaire? Car, de par le monde, on continue de les empêcher de s'unir pour constituer un pôle de puissance économique aussi grand que les autres zones de développement économique remarquables comme la Chine. Tout se passe comme si cet ensemble de peuples est le seul sur la terre à connaître un tel sort ou auquel on lui fait subir, à savoir la volonté unie du monde pour faire en sorte qu'il ne soit pas éclairé, pour espérer parvenir à une réelle unité solide et forte, au développement d'une économie rationnelle florissante. Sans doute, les élites politiques et économiques africaines elles-mêmes continuent à demeurer, continuent à tout le moins, elles sont, on va dire, responsables et coupables de cet état de fait qui condamne leur immense continent très riche, à demeurer le dernier des zones, ou en tout cas le dernier, ou la dernière des zones d'expansion économique et financière les plus dynamiques du monde. Finalement, il est temps qu'elles se réveillent, ces élites politiques et économiques de l'Afrique noire, du sommeil profond de leur conscience de sujet humain, pour faire en sorte qu'advienne une nouvelle ère qui libérerait leur peuple, qui servent encore de serfs au service exclusif du confort et du bien-être des autres êtres humains, à son détriment. Il faut que ça s'arrête. Comme conclusion à notre podcast d'aujourd'hui, eh bien, Dr Bamouni a sondé les causes essentielles et handicapantes qui nuisent au développement et au progrès du continent africain. Il nous a apporté des preuves. Voici la question qu'on lui a posée. Quels sont les handicaps majeurs qui empêchent les pays africains contemporains de se développer économiquement, c'est-à-dire de progresser à la manière du monde occidental, comme l'Europe de l'Ouest, les États-Unis d'Amérique ou le Canada? Dans le podcast d'aujourd'hui, Dr Bamouni, un des thèmes très simples, a souligné 3 gros handicaps. Le premier, il a dit que c'est l'influence des forces de la nuit et du mal. En d'autres termes, la sorcellerie, la méchanceté de l'Africain envers l'Africain. Le deuxième point que Dr Bamouni a désigné, eh bien, ce sont les élites politiques et économiques africaines elles-mêmes qui sont responsables et coupables du sous-développement économique endémique de notre pays, de notre continent. Le troisième point est le plus atroce, c'est le pacte colonial que les dirigeants africains ont signé avec la France au moment des indépendances. Retrouvons-nous demain pour un autre entretien avec Dr Bamouni. Vous pouvez nous poser vos questions sur Facebook, sur les épaules du géant.
Amen.